Oubliez ce que vous avez lu sur Trump et ses tweets sur le Groenland. Oubliez les réactions indignées du Danemark et les communiqués diplomatiques. Si vous voulez comprendre ce qui se joue vraiment, il faut arrêter de regarder Washington et regarder la carte. Là, tout en haut. Au-delà du cercle polaire. Dans ce désert blanc que personne ne prenait au sérieux il y a encore 20 ans. Parce que c'est là, sur un océan de glace qui fond à une vitesse terrifiante, que se dessine l'un des affrontements géopolitiques les plus brutaux du XXIe siècle. Une guerre pour le contrôle de routes maritimes qui n'existaient pas il y a 10 ans. Pour des ressources minérales enfouies sous des kilomètres de glace. Pour un raccourci commercial qui pourrait redessiner le commerce mondial. Bienvenue dans l'Arctique. Le nouveau terrain de jeu des superpuissances. Samedi 17 janvier 2026. Donald Trump publie un message qui fait exploser les capitales européennes. Le président américain annonce l'imposition de droits de douane de 10% sur 8 pays européens, dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Ces taxes passeront à 25% le 1er juin. Et elles resteront en place jusqu'à la vente totale du Groenland. Vous avez bien lu. Trump menace de déclencher une guerre commerciale contre ses propres alliés de l'OTAN pour forcer le Danemark à lui vendre un territoire qui ne lui appartient pas. Et il ne bluffe pas. Il a même précisé que l'option militaire n'était pas exclue. La réaction européenne est immédiate. Emmanuel Macron dénonce des menaces inacceptables. L'Union européenne parle d'une spirale dangereuse. Le Danemark se dit surpris. Des manifestations éclatent à Copenhague et à Nuuk, la capitale groenlandaise. Des milliers de personnes descendent dans la rue pour crier leur refus. Selon les derniers sondages, 85% des Groenlandais s'opposent à l'idée d'être rattachés aux États-Unis. Seulement 6% y sont favorables. Mais Trump ne recule pas. Il insiste. La Chine et la Russie veulent le Groenland, et le Danemark ne peut rien y faire, martèle-t-il. Pour lui, c'est une question de sécurité nationale. Une nécessité absolue. Et pour une fois, sous le chaos apparent de ces déclarations, il y a une logique stratégique implacable. Parce que Trump a compris quelque chose que beaucoup refusent encore d'admettre. L'Arctique n'est plus une zone périphérique gelée et inutile. C'est en train de devenir l'un des espaces les plus stratégiques de la planète. Le 13 octobre 2025, quelque chose d'historique s'est produit. Un cargo chinois de la compagnie Sea Legend, chargé de 4000 conteneurs, a quitté le port de Ningbo en Chine. Destination, le Royaume-Uni. Trajet, la route maritime du Nord, le long des côtes russes, à travers l'Arctique. Durée du voyage, 20 jours. 20 jours pour relier l'Asie à l'Europe. C'est la moitié du temps qu'il faut en passant par le canal de Suez, où il faut compter 40 jours. Et c'est encore plus rapide que de contourner le cap de Bonne-Espérance, qui prend près de 50 jours. Laissez ce chiffre faire son chemin. En un seul voyage, la Chine et la Russie viennent de prouver qu'il est désormais possible de court-circuiter tous les points de passage stratégiques contrôlés par l'Occident. Le canal de Suez, contourné. Le détroit de Malacca, inutile. Le canal de Panama, obsolète. La route arctique offre 30% de gains de distance, 30% de gains de temps, 30% de réduction des coûts de carburant. C'est la règle des 30%, comme l'appellent les experts maritimes. Et ce n'est pas théorique. C'est réel. C'est en train de se passer maintenant. Moscou a annoncé qu'en 2024, le volume de fret transitant par la route maritime du Nord a atteint un record historique de 37,9 millions de tonnes. En octobre 2025, la Russie et la Chine ont officialisé leur partenariat à Harbin pour faire de cette route un projet conjoint, une extension maritime de la nouvelle route de la soie. Ce qui n'était qu'un rêve soviétique devient un pilier du commerce mondial. Et surtout, cela redessine complètement les cartes du pouvoir. Pendant des décennies, la puissance américaine s'est appuyée sur un fait simple: tous les grands couloirs maritimes du monde passent par des détroits ou des canaux que Washington peut surveiller ou bloquer. Hormuz pour le pétrole du Golfe. Malacca pour le commerce asiatique. Suez pour l'Europe-Asie. Panama pour les deux océans. Mais voilà que deux puissances que l'Amérique a voulu isoler, la Russie par les sanctions et la Chine par la guerre commerciale, viennent d'inventer une nouvelle circulation du monde. Une route que personne ne peut bloquer. Une route qui passe au-dessus de tout. Mais les routes maritimes ne sont qu'une partie de l'équation. Ce qui rend l'Arctique vraiment explosif, c'est ce qui se cache sous la glace. Le Groenland, cette île immense 4 fois plus grande que la France, recèle dans son sous-sol l'un des plus grands gisements de minerais stratégiques de la planète. 36,1 millions de tonnes de terres rares, c'est 17 métaux indispensables à toutes les technologies modernes. Batteries de voitures électriques, éoliennes, smartphones, missiles, avions de chasse.
Vous ne pouvez rien fabriquer de high-tech sans terres rares. Le problème? La Chine contrôle 90% de la production mondiale. Pékin peut couper l'approvisionnement du jour au lendemain et mettre l'Occident à genoux. C'est exactement pour cela que le Groenland est devenu une obsession stratégique. Le territoire contient 39 des 50 minéraux considérés comme essentiels à la sécurité nationale des États-Unis. Du graphite, crucial pour les batteries et l'industrie nucléaire, et dont la Chine domine déjà toute la chaîne de production. Du lithium, dont la demande pourrait être multipliée par 8 d'ici 2040. Du cuivre, du nickel, du cobalt, du niobium. Et ce n'est pas tout. Sous les fonds océaniques autour du Groenland, on estime qu'il y a environ 28,43 milliards de barils équivalent pétrole. Ce n'est pas aussi colossal que l'Arabie Saoudite, mais c'est loin d'être négligeable. Surtout dans un contexte où chaque baril compte. 3 licences d'exploration pétrolière sont actuellement actives à l'est du territoire. Mais pour l'instant, aucun forage industriel n'a été exploité. Le gouvernement groenlandais, dirigé par une majorité écologiste, a même interdit en 2021 toute exploration et exploitation pétrolière pour protéger l'environnement. Voilà le paradoxe brutal de cette histoire. Le réchauffement climatique, qui fait fondre la glace et ouvre les routes maritimes, menace aussi la planète entière. Mais il rend accessibles des ressources qui, jusqu'à présent, étaient enfouies sous des kilomètres de glace. Et dans ce jeu-là, les préoccupations écologiques pèsent peu face aux intérêts stratégiques. Trump l'a bien compris. La Russie aussi. Et la Chine encore plus. Voici l'une des affirmations les plus audacieuses de la géopolitique moderne. En 2018, la Chine se proclame officiellement État proche de l'Arctique. Le problème? Pékin est à plus de 3000 km du cercle polaire. C'est comme si la France se déclarait État proche de l'équateur. Mais la Chine s'en fiche. Elle ne se base pas sur la géographie. Elle se base sur ses ambitions. Depuis 2013, la compagnie chinoise COSCO, troisième compagnie maritime mondiale, envoie régulièrement ses navires par la route maritime du Nord. Chaque année, le nombre de transits augmente. Pékin a compris que pour devenir une vraie superpuissance mondiale, il ne suffit pas de dominer l'Asie. Il faut pouvoir contourner tous les points de blocage possibles. Et l'Arctique offre exactement cela. Une route directe vers l'Europe qui échappe complètement au contrôle américain. Mais la Chine ne se contente pas de naviguer. Elle investit massivement. En 2012, elle rejoint l'initiative 17+1 qui regroupe les pays d'Europe centrale et orientale. Elle signe des accords avec l'Islande. Elle finance des ports en Norvège. Elle propose même de construire des aéroports au Groenland. Cette stratégie porte un nom, la route polaire de la soie. Une extension arctique du projet des nouvelles routes de la soie qui doit relier la Chine au monde entier. Le message est clair. La Chine veut être présente partout où se jouent les flux commerciaux du futur. Et elle a compris que l'Arctique, malgré son hostilité, malgré sa glace, malgré ses tempêtes, sera l'une des zones les plus cruciales du commerce mondial dans les décennies à venir. Pékin ne demande pas la permission. Elle s'installe. Discrètement mais méthodiquement. Mais si la Chine navigue sur la route du Nord, c'est la Russie qui la contrôle. Et Moscou n'a aucune intention de partager ce pouvoir. Depuis 2013, la Russie impose ses propres règles de navigation dans les eaux arctiques. Tout navire doit obtenir une autorisation. Être accompagné d'un brise-glace russe. Payer des frais. En 2022, une nouvelle loi russe oblige même les navires militaires étrangers à notifier 3 mois à l'avance tout passage dans la zone. C'est une violation flagrante du principe de liberté de navigation maritime. Mais Moscou s'en fiche. Cette route, c'est la leur. Et pour défendre cette revendication, la Russie a lancé le plus grand programme de remilitarisation de l'Arctique depuis la guerre froide. Des bases militaires sortent de terre sur tout le littoral arctique. La plus impressionnante, le trèfle arctique, sur l'archipel François-Joseph, à seulement 600 km du pôle Nord. C'est la base militaire la plus au nord du monde. Un complexe de 14 000 m² capable de fonctionner en autarcie pendant 1 an et demi. Station d'épuration, centrale électrique, clinique, salle de sport, cinéma, sauna, église. Le tout relié par des tunnels chauffés pour que les 150 militaires qui y vivent n'aient jamais à sortir dans le froid polaire. Depuis cette base, en mars dernier, 2 chasseurs MiG-31 ont décollé, franchi le pôle Nord et sont revenus. Un message clair aux forces de l'OTAN. La base dispose aussi de systèmes de défense côtière Bastion, avec une portée de 360 km. Des missiles S-400 dernier cri. Des radars de surveillance. Tout est pensé pour contrôler cette zone et empêcher quiconque de la contester. Mais ce n'est pas tout. La Russie possède la moitié de la flotte mondiale de brise-glace.
55 navires opérationnels, dont plusieurs brise-glaces nucléaires de classe leader, des monstres d'acier capables de trancher la glace la plus épaisse. Le Canada, deuxième au classement mondial, n'en a que 11. Les États-Unis? Encore moins. La Chine en construit, mais elle est loin derrière. Dans l'Arctique, la Russie a une suprématie écrasante. Et elle compte bien la garder. Le plan de Moscou est limpide. Faire de la route maritime du Nord l'autoroute arctique de l'Eurasie. Contrôler tous les flux qui y passent. Imposer ses règles. Et surtout, utiliser cette position pour contourner toutes les sanctions occidentales. Depuis la guerre en Ukraine, la Russie est coupée des marchés européens. Mais via l'Arctique, elle peut commercer avec la Chine sans que Washington puisse faire quoi que ce soit. C'est un jeu d'échecs géopolitique. Et pour l'instant, Poutine a l'avantage. Pendant des années, Washington a regardé l'Arctique avec indifférence. Une zone froide, lointaine, peu peuplée, sans intérêt stratégique majeur. Mais en 2026, ce mépris s'est transformé en panique. Parce que les États-Unis viennent de réaliser qu'ils ont laissé la Russie et la Chine construire une autoroute commerciale géante qui les contourne complètement. Et ils n'ont rien pour riposter. Les chiffres sont humiliants. Les États-Unis possèdent 2 brise-glaces opérationnels. 2. Face aux 55 de la Russie. Et encore, ces 2 navires sont vieux et peu fiables. Le dernier brise-glace américain a été construit il y a des décennies. Pendant ce temps, Moscou en produit un nouveau tous les 2 ans. La marine américaine, la plus puissante du monde, est incapable d'opérer efficacement dans les eaux arctiques. C'est une faille béante dans le dispositif de défense américain. C'est pour cela que Trump veut le Groenland. Pas pour ses minerais, même s'ils sont importants. Pas pour son pétrole, même s'il existe. Mais pour sa position géographique. Le Groenland est au centre de tout. Il contrôle l'accès à l'Arctique depuis l'Atlantique. Il surveille les routes maritimes entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Et surtout, il abrite déjà la base spatiale de Pitufik, anciennement base aérienne de Thulé, l'une des installations militaires américaines les plus stratégiques au monde. Cette base, située à 1500 km au nord de Nuuk, exploite des systèmes d'alerte et de surveillance antimissiles qui surveillent les routes polaires entre la Russie et l'Amérique du Nord. En cas de frappe nucléaire russe, c'est Pitufik qui donnerait l'alerte. Sans cette base, les États-Unis seraient aveugles face à une attaque venant du Nord. Trump sait que si la Russie et la Chine continuent de renforcer leur présence en Arctique, cette base pourrait devenir vulnérable. Ou pire, inutile. Voilà pourquoi il est prêt à menacer ses propres alliés de l'OTAN avec des droits de douane. Voilà pourquoi il n'exclut pas l'option militaire. Pour Trump, le Groenland n'est pas une lubie. C'est une nécessité existentielle. Et il est convaincu que dans 20 ans, les historiens lui donneront raison. Ou lui reprocheront d'avoir été trop timide. Au cœur de toute cette bataille géopolitique, il y a une ironie tragique. C'est le réchauffement climatique qui rend l'Arctique accessible. La banquise fond à une vitesse terrifiante. Chaque été, la glace recule un peu plus. Les routes maritimes s'ouvrent. Les ressources deviennent exploitables. Mais en exploitant ces ressources, en multipliant le trafic maritime, en construisant des infrastructures, les grandes puissances accélèrent encore davantage le réchauffement. Le paradoxe est total. On se bat pour contrôler une région qui ne devrait pas être accessible. On extrait des hydrocarbures qui vont aggraver le problème qui a permis de les extraire. C'est un cercle vicieux dont personne ne veut sortir parce que l'enjeu stratégique est trop important. Celui qui contrôlera l'Arctique dans 20 ans aura un avantage décisif sur ses rivaux. Peu importe le prix environnemental. Les populations locales, notamment les Inuits du Groenland, du Canada et de l'Alaska, regardent ce cirque avec un mélange de colère et de résignation. Ils voient leur environnement se transformer, leurs traditions disparaître, leur mode de vie menacé. Et pendant ce temps, des puissances lointaines se disputent leurs terres comme si elles n'appartenaient à personne. Naja Nathanielsen, ministre groenlandaise des ressources minérales, l'a dit avec une franchise brutale. Nous ne sommes ni Danois, ni Américains. Les Groenlandais veulent leur indépendance. Ils veulent contrôler leurs propres ressources. Ils veulent décider de leur avenir. Mais comment un territoire de 57 000 habitants peut-il résister à la pression combinée des États-Unis, de la Chine et de la Russie? Comment négocier quand vous n'avez aucun levier de pouvoir? Imaginons un instant l'Arctique en 2050. Les routes maritimes du Nord sont ouvertes pratiquement toute l'année. Des milliers de cargos transitent chaque mois entre l'Asie et l'Europe.
Le canal de Suez a perdu les 2/3 de son trafic. Des dizaines de mines exploitent les terres rares du Groenland et de la Sibérie. Des plateformes offshore pompent le pétrole et le gaz sous les fonds océaniques. Des bases militaires chinoises, russes et américaines se font face de part et d'autre du cercle polaire. Est-ce que ce scénario est inévitable? Probablement. Parce que les forces en jeu sont trop puissantes pour être arrêtées. Le changement climatique continue. Les intérêts économiques sont colossaux. Les enjeux stratégiques sont vitaux. Et aucune des grandes puissances n'a envie de céder du terrain. La bataille pour l'Arctique ne fait que commencer. Et elle sera sans pitié. Ce qui se joue là-haut, dans ces étendues blanches que personne ne regardait il y a 20 ans, c'est peut-être l'avenir de l'ordre mondial. La fin de la domination américaine sur les routes maritimes. L'émergence d'un axe sino-russe capable de contourner toutes les pressions occidentales. La fragmentation de l'OTAN. Le réveil brutal de l'Europe face à sa propre impuissance. Trump l'a compris. C'est pour cela qu'il est prêt à tout pour mettre la main sur le Groenland. Poutine l'a compris. C'est pour cela qu'il militarise l'Arctique depuis 15 ans. Xi Jinping l'a compris. C'est pour cela qu'il investit des milliards dans une région située à 3000 km de ses frontières. La seule question qui reste est, l'Europe va-t-elle comprendre avant qu'il ne soit trop tard? Ou va-t-elle, une fois de plus, assister en spectatrice à la redistribution des cartes du pouvoir mondial? Parce qu'au fond, c'est peut-être cela, la vraie leçon de cette bataille invisible pour l'Arctique. Dans le monde du XXIe siècle, celui qui contrôle les routes contrôle tout. Et les routes du futur ne passent plus par les détroits traditionnels. Elles passent par le sommet du monde. Là où la glace fond. Là où personne ne regardait. Là où tout se décide maintenant. Si vous avez aimé l'analyse d'aujourd'hui, notre équipe serait honorée que vous laissiez un pouce bleu et un commentaire. À très bientôt pour la prochaine vidéo de Curieuse Humanité.